C'est d'abord le moteur de l'engagement tout court, parce que le moteur d'engagement au réseau Cocagne, lorsque on a créé à Semail, enfin à Avignon le jardin Semail, il n'y avait pas encore de réseau. Donc voilà, alors ce qui porte moi mon engagement, c'est évidemment la lutte contre l'exclusion, enfin tout ce qu'il y a écrit que vous partagez déjà sur la charte du réseau. Mais il faut bien voir que, enfin Chantal l'a dit, mais les premiers jardins de Cocagne, bon, ils démarrent avec Jean-Guy à Besançon, ça c'est une réalité, et ils se sont créés par des rencontres de personnes sur des territoires, par une adhésion à ce principe de jardin, mais aussi certainement parfois différemment. Mettons, moi sur Avignon, je travaillais à la mission locale d'Avignon. Au départ, je n'avais pas l'idée de créer un jardin de Cocagne. Je travaillais dans un quartier bien stigmatisé, qu'est le quartier Montclar. Et moi, je voulais faire des jardins familiaux, des jardins collectifs d'autoproduction, parce que je savais que ça existait. Donc j'étais en contact avec Eric Prédine, que certains connaissent ici. Et en plus, il y avait l'apparition des contrats en solidarité. Puis comme je travaillais à la mission locale, moi j'avais envie de faire des choses avec des salariés. Parce qu'en plus, dans les jardins collectifs d'autoproduction, pour les faire, c'était compliqué dans les expériences qu'il pouvait y avoir à Bordeaux ou ailleurs, puisque certains allocataires de RMI se voyaient ponctionner une partie de la RMI parce qu'ils cultivaient des légumes. Enfin, il y avait des trucs complètement aberrants. Et donc moi j'avais un peu dans l'idée de dire, bon, mais il doit pouvoir y exister quelque chose. Et Eric me dit, mais te casse pas la tête, il y a un mec qui le fait à Besançon, c'est Jean Guenquet, téléphone-lui, quoi. Donc, voilà, donc moi le projet initial, c'était pas essentiellement jardin de Cocagne, c'était de créer des jardins dans un quartier stigmatisé. C'était un peu compliqué, un peu ambitieux, bon. Mais ça n'a pas pu se faire, l'ensemble du projet, parce que j'avais demandé une étude d'action. En fait, je vous passe des détails avec l'environnement institutionnel, qui n'était pas toujours bienveillant, on va dire. Et donc j'ai pu quand même avoir l'aval pour la création d'un jardin de Cocagne. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc j'ai rejoint à l'époque, bon, vers 80, parce que ça a été long, presque 2 ans de gestation, vers 95-96, le groupe d'appui national, donc sous l'égide de la FNARS, que Jean-Guy pilotait, et puis qui avait la possibilité d'essaimer le concept des jardins de Cocagne. Donc on a travaillé déjà dans ce groupe à l'élaboration d'une charte, bon, qui après a été revue et corrigée, mais enfin dont les principes fondateurs restent les mêmes. Bon. Donc je ne vais pas y revenir dessus. Donc voilà. Et on a voulu effectivement essaimer le concept. Mais ce que je tiens à dire ici, mais on y reviendra certainement, c'est que pour les jardins de Cocagne qui se créent, ou pour certainement beaucoup d'autres actions qui se mènent dans le champ, dans l'insertion, la création elle est collective. Je veux dire, c'est extrêmement important de se dire ça. Il y a toujours un porteur de projet, mais il y a toujours une volonté collective partagée pour pouvoir créer quelque chose qui a cette ambition d'abord d'innovation, et puis ensuite de se coltiner une réalité souvent institutionnelle, mais pas que. Et pour le réseau Cocagne, c'est pareil. Quand à un moment donné, il y a eu la rupture avec la FNARS, on pourrait en parler longtemps, mais bon, je vais faire court, c'est une création collective. Il y avait Jean-Guy, mais il y avait aussi ce groupe d'acteurs engagés, de directeurs ou de présidents de jardins, qui ont pris le risque et qui ont engagé leur structure pour pouvoir continuer l'aventure des jardins de Cocagne, qui à l'époque s'appelaient les jardins de la solidarité. Voilà. Pour répondre. Chantal, un peu la parole à Chantal. Est-ce que tu as voilà. Est-ce que tu as la même vision, justement, Chantal, de cette dimension collective de la création du réseau? C'est-à-dire Oui, le réseau, c'est une élaboration collective qui a permis de construire une identité associative, c'est certain. Et aujourd'hui, même s'il y a des changements d'administrateurs, on est porteur de cette histoire, de cet héritage-là, il est là. Hein.
Pourquoi on est là? Parce qu'en 90, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés à regarder la fracture sociale, à regarder les personnes en situation d'exclusion, et qui était, voilà, c'était quelque chose qui était en train de un phénomène qui était grandissant. Et moi, la première fois, c'était en 92, je crois, on m'a montré un film très court de Besançon. Et moi, j'ai dit, mais ils sont zinzin, ils sont ravagés, quoi. Parce que j'avais un grand-père qui était maraîcher, et je me disais, je savais la dureté du travail, et je me disais, mais mettre des femmes dans les champs, des hommes, c'est pas possible, cette histoire-là. Et en fait, comme je suis curieuse, je suis allée à Besançon. Et je suis revenue complètement convaincue, parce que j'ai parlé avec les salariés, ça faisait 1 an que le jardin tournait. Et je suis revenue vraiment complètement accro à ce que j'avais vu, en me disant oui, il faut faire ça. Alors c'était pas du tout mon parcours professionnel, parce que toi tu avais des idées de jardins familiaux, moi pas du tout. Hein. J'étais assistante de direction dans les chiffres, et voilà, j'avais pas tellement imaginé un parcours comme ça, mais c'est ça qui fait Cocagne et qui a fait la richesse de nos parcours, c'est qu'à un moment on a été emportés par ce projet, et on y a cru et on l'a pas lâché, quoi. Et tous les fondateurs du réseau ont été tous dans la même histoire. Pascal Léon était directeur d'un centre de formation, Pierre Laborderie avait une boîte de photocopieurs, je me souviens, ils vendaient des photocopieurs, enfin tout le monde est parti vraiment... voilà, on avait bien sûr des points communs qui nous ont réunis, mais dès le début ça a été vraiment une démarche collective. La fondation du réseau Cocagne à Besançon était quelque chose dont on garde en mémoire. On a été hébergé chez l'habitant un peu partout, enfin c'était un drôle de bazar, quoi, mais ça a fonctionné, c'était génial, quoi. C'était sur la table des LIP, donc qu'on a créé le réseau, donc il y avait quand même une portée symbolique forte, on va dire. Et du coup, tous les deux, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir transmis, justement, une fois, là c'était les moments de fondation, les nouvelles, etc. Après, plus tard, vous prenez des responsabilités, vous créez le mouvement, le réseau, etc., président, et à ce moment-là, voilà, quelle est la part de je continue cette route, mais différemment, et qu'est-ce que je lègue aux autres? Alors, comme ambition, comme... voilà. Oui, alors, après, la route, elle est longue, et il y a eu beaucoup de travail dans les premières années, mais qui continue aujourd'hui. Moi, je veux dire, bon, vraiment, j'ai bien apprécié d'être là avec vous ce matin. Bon, c'est difficile, mais il y a quand même, on retrouve chez beaucoup d'entre vous une combativité qui est de la même nature que celle que l'on pouvait avoir. Donc, ça veut dire que ok, c'est dur, mais enfin, on va y arriver, et collectivement, parce que la solution, elle sera que collective. Voilà, mais ça a toujours été comme ça au réseau. Ça a toujours été comme ça. Donc, il y a, à un moment donné, dans le cadre du conseil d'administration, véritablement du travail qui s'est fait. Avec les permanents, il y a eu l'élaboration de certain nombre de critères par rapport à l'accompagnement socio-professionnel, par rapport aux encadrants techniques, il y a eu des formations, etc. C'est tout ce travail collectif qui a été fait à la fois dans une dimension plus politique au niveau du conseil d'administration et dans une dimension opérationnelle, qui fait que le réseau, petit à petit, s'est enrichi, s'est densifié, a été de plus en plus reconnu, a été de plus en plus ambitieux, mais ambitieux dans le bon sens du terme. Comme on pourrait parler de l'ambition de l'IAE, pour pouvoir justement continuer à produire ce que les gens croyaient, c'est-à-dire la lutte contre les exclusions, et pour pouvoir renverser un petit peu la table sur ce schéma catastrophique par rapport à de plus en plus de personnes en difficulté. Donc voilà, alors... qu'est-ce qu'on a transmis? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu énormément de travail au fil des ans qui s'est continué, mais peut-être qu'il y a cette notion de combativité qui est passée à des moments donnés, parce que les réalisations dans les territoires, ça parle, quoi. C'est pas que des mots. C'est important, la différence peut-être. Tu te rappelais ce matin, c'était important, le support agricole.
Voilà, la difficulté du support agricole. Mais après, en même temps, c'est une richesse incroyable, parce que là aussi, on est dans le vrai, on est dans la réalité, dans la production, et les salariés, en parcours d'insertion, ils nous le disent. Ils disent, oh, ouais, mais c'est magnifique, on sème des graines, on récolte des légumes, tout ça. Donc, ce passage disons, de l'élaboration d'un concept, d'une idée, par rapport à un certain nombre de valeurs à la réalité, au quotidien, dans les jardins, c'est ça qui fait la force. Et on a essayé, au conseil d'administration, au fil des ans, de pouvoir aussi améliorer le lien entre les jardins et le réseau, parce qu'à des moments donnés, ça tanguait quand même un peu. Donc, notamment avec la création, la reconnaissance des relais régionaux, avec l'élection des relais régionaux, etc. Donc, revisiter les statuts, revoir la notion de gouvernance qui, de toute façon, doit être, dans n'importe quelle structure, interpellée tout le temps. On ne peut pas dire, bah, tiens, on fait une gouvernance et puis pendant 20 ans, on reste sur le même schéma. C'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Donc peut-être qu'il y avait cette volonté qui animait l'ensemble des acteurs, qu'ils soient salariés ou administrateurs, pour pouvoir continuer l'aventure du réseau Cocani. Je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, mais pour moi, c'était aussi cette volonté qu'on a eue très rapidement de professionnaliser et de travailler ensemble, d'être acteurs ensemble du changement. Parce que ce qu'on faisait, c'était du bricolage. Hein. On a démarré, c'était un peu n'importe quoi. Et on savait bien qu'on n'irait pas loin en faisant n'importe quoi. Et rapidement, ça s'est enclenché, ce travail en commun. On allait à l'autre bout de la France, faire des réunions techniques. Enfin, on a tout. Voilà. Et ça, c'est bien resté dans le réseau. On le voit dans les commissions, dans cette volonté qu'on a de partager, de travailler ensemble. Et d'essayer de tenter de se dire les choses, parce que c'est ça qui est important, qui peut faire difficulté dans un réseau, c'est qu'il y en a un qui tire d'un côté et l'autre de l'autre. On a réussi, me semble-t-il, au niveau de ce conseil d'administration, à faire passer ce message d'engagement, c'est-à-dire entrer à Cocagne, c'est s'engager, c'est participer, c'est travailler à l'avenir de ce réseau. La jeune génération, on en pense quoi Voilà. Je suis pas tout jeune. Hein. Par rapport à nous. Non, moi, ce que j'ai bien aimé ton image de renverser la table, en fait, c'est... En fait, on a tous un constat il y a tous une fêlure à la base de notre engagement, quoi. Il y a un constat d'un truc qui va pas, et il y a comme une impasse, quoi. Un système qui est en place, et puis il y a une indignation, en fait. Enfin, on peut pas laisser comme ça. Alors, tu t'es permis de dire des choses un peu personnelles, alors je vais me permettre d'en dire un petit peu aussi. Moi, cette fêlure, je l'ai vécue dans mon enfance, hein, parce que j'ai grandi au Mureau, dans les Yvelines, juste à côté d'un quartier chaud. Voilà. Donc j'ai vécu ça, j'ai vécu le non-sens, en fait. J'étais dans la fracture, quoi, de cette société-là. Et j'ai vécu le fait que le matin, le copain de classe n'est pas là au lycée le matin parce qu'il s'est fait tuer dans des histoires de drogue pendant la nuit, quoi. Voilà. C'était le non-sens, quoi, le non-sens de ça. Pour moi, la France, c'était une immense impasse, hein, vraiment jusqu'à tardivement. Et le sens, je l'ai trouvé dans l'ailleurs. Je suis parti ailleurs en voyage. C'était l'ailleurs, quoi. C'était partir. Et puis, donc, j'ai bossé dans l'humanitaire. J'ai fait des choses comme ça. J'y ai trouvé du sens. J'ai trouvé une forme de fuite aussi. Et j'ai trouvé aussi quelque chose de fort dans cette question de l'indignation et de l'engagement personnel. Une petite anecdote, un de mes premiers voyages, c'était au Vietnam, et c'est le choc, hein, tout ce qu'on a, le choc des cultures, quoi, nos premiers voyages, voilà, on découvre tout, on est plein d'idées, quoi, on est innocent, et puis c'était à Ho Chi Minh Ville, là, le matin, on mange une soupe de crevettes sur le marché, en s'asseyant sur des petites chaises basses. Et puis il y a ces enfants orphelins là qui ont entre 4 et 6 ans, c'est vraiment, ils ont tous entre 4 et 6 ans, quoi, ils sont noirs de crasse, et ils vivent comme en meute, quoi, c'est vraiment, ils se baladent, et puis c'est de la survie de ces enfants qui sont à la rue. Et puis ils étaient là, et au fait, dès que les gens se levaient, avaient fini leur soupe, ils se jetaient sur les restes, quoi, mais c'était vraiment, ils se jetaient dessus, quoi, et puis moi j'étais là en moi, j'étais outré, quoi, j'étais outré, bonnement outré, je sais pas comment dire ça, et puis en repartant, et puis j'étais là, puis j'ai rien fait, en repartant, en remontant sur la mobilette, en partant, je m'insultais en moi-même, je me dis, t'es là, t'es un pauvre con, d'occidental, t'as rien pu faire. Voilà, je suis rentré, j'en ai parlé à un de mes amis, qui était un vieux sage, un de mes amis qui avait un peu de bouteille, puis je raconte ça, il me regarde, il me dit,
tu as eu l'orgueil de penser que tu pouvais les aider. Alors déjà j'étais triste, il m'a enfoncé. Il m'a dit, tu as eu l'orgueil de penser que tu pouvais les aider. Et il me dit, l'aide personnelle, il dit, c'est de l'orgueil, en fait, c'est l'action collective qui a du sens, quoi. Voilà. Et en fait, cette phrase de ce gars-là, ça a été le début de mon engagement associatif, quoi. Voilà. En me disant, ok, bah ouais, tout seul, je suis limité, mais ensemble, on peut arriver à faire des choses, quoi. Donc, et puis après, bah, en fait, c'est peu après que j'ai... Enfin, non, pas peu après ce moment-là, mais j'ai eu un engagement à l'étranger, dans l'humanitaire. Je suis revenu en France et je suis tombé par hasard sur un jardin de cocaïne à côté de chez moi. Voilà. Et en fait, j'avais 10-15 ans d'expérience de vie associative, donc je connaissais les points positifs et aussi les points négatifs, avec des... Voilà, bah, comme on connaît bien. Et je suis arrivé dans le jardin de cocaïne, j'étais pas convaincu. De base, je dis ok, bon, c'est une belle idée, maintenant j'aimerais bien voir ce que ça fait derrière, quoi, parce que j'ai vu beaucoup de gens défendre des belles idées avec des réalités qui étaient moins belles, quoi. Et je suis arrivé, je voulais être encadrant technique, moi c'est le maraîchage qui m'a amené, c'est la carotte, hein, c'est pas qui m'avait amené là, je voulais me former techniquement. Et au fait, je me suis laissé convaincre, et par rapport à ce que j'avais vécu de cette impasse de l'enfance, en me disant en France, je voyais pas d'ouverture en France. Et ben le jardin de cocaïne, ça a été la première fois où je me suis dit, tiens, je peux bosser sur quelque chose en France qui a vraiment du sens. Et la conviction, elle est venue au bout de plusieurs mois, voilà, dans ce jardin, quoi. Et donc, moi j'aime bien cette phrase de René Char, il faut toujours que je cite un poète, maintenant ils commencent à être habitués. Et notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Alors, quand on pense héritage, au fait, c'est pas un testament qu'on a à accomplir de quelqu'un qui aurait pensé ça avant, ou d'un groupe, quoi. Je pense que moi, ce que je retiens de vous, c'est le militantisme, l'indignation et l'envie d'agir. Voilà. Et je pense que ça, c'est un héritage fort qui est un ADN qu'on a vraiment en commun, quoi, et qu'on veut poursuivre, quoi. Mais c'est pas un testament, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a toujours tout à réinventer. Cette table, il faut continuer à la retourner un peu constamment, quoi. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ça me plaît beaucoup, quoi, dans les nouvelles envies, les nouvelles visions, les trucs qui se créent, une autre manière de faire communauté ensemble, une autre manière de construire. Je trouve qu'il y a un champ des possibles qui est vraiment passionnant et qu'on vit là tous ensemble. Et voilà, c'est tout.